Encore un dernier hommage à l'homme qui a révolutionné le slogan Alpha Akafo Akake lors de la présidentielle 2015 dans la capitale guinéenne. Soriba Sorel Kamara, désormais ex-président du conseil de ville de Conakry, aura eu un parcours émérite selon ses oraisons funèbres. Aussitôt, il a été engagé à la fonction publique en 1981 et il a servi comme professeur homologué stagiaire à l'Institut Valéry Giscard d'Esquin, puis à la faculté d'agronomie de Dubrika. Passionné de l'enseignement, il poursuit cette carrière des années durant. C'est de 1984 à 1990 qu'il a été aussi professeur d'agriculture et de géotechnie et de géologie au lycée Coléa, puis à Gbessia à Matam. Mais parallèlement à cette carrière d'enseignant, il a fait preuve d'engagement multiple dans la vie. Militantisme par vocation politique, animateur de mouvements associatifs et sportifs. Outre cet engagement d'activiste, l'homme a également été de 1996 à 2008 chef de division à l'administration parlementaire, puis député à l'Assemblée nationale, secrétaire parlementaire et membre de la commission politique internationale de la francophonie. Au titre de ses fonctions administratives, l'on retiendra qu'il a été nommé à 2 reprises comme gouverneur de la ville de Conakry, d'abord sous le régime de feu général Lansana Conté et celui du professeur Alpha Condé. En 2008, il a été conseiller politique à la présidence de la République. À la même année, il a été nommé gouverneur de la ville de Conakry. De 2011 à 2014, il est secrétaire général du ministère de l'élevage et de la production animale. Le 19 mars 2014, il est pour une seconde fois nommé gouverneur de la ville de Conakry, fonction qu'il a exercée jusqu'au 19 janvier 2016. Où il a été arraché à notre affection. Une perte immense sur laquelle les proches témoignent encore. Monsieur le Président de la République est extrêmement touché comme vous pouvez l'imaginer, car Sorel s'est mis à la disposition du chef de l'État dès le 2e tour dans la série d'alliances qui a donné naissance au RPG Arc-en-Ciel. Sorel, en homme entier, n'a fait ni calcul ni prévision. Il a essayé de défendre ce qu'il croyait être à l'époque le meilleur choix possible pour son pays qu'il a tant aimé. Nous disons né en 1954 et mort en 2016, voilà un temps très court. Très court pour ce qu'il avait à faire, très court pour tout ce que nous avions comme espoir qu'il pourrait faire, mais assez long pour tous les succès qu'il a eu à faire. Donc nous sommes là pour lui dire à notre frère Soriba, repose-toi en paix, tu as pu accomplir la mission qui était la sienne. Le Conseil économique et social, qui est une maison de dialogue, une maison de paix, ne peut que rendre hommage à Soriba Sorel Kamara. Aujourd'hui, il est couché, mais nous sommes debout. Et nous allons continuer ses œuvres, parce que c'était ça sa volonté. Ce vendredi donc, Soriba Sorel Kamara a rejoint sa dernière demeure en laissant derrière lui 4 enfants et une veuve éplorée. Je vais vous parler en quelques mots de l'administrateur territorial. Soriba Sorel Kamara fut un cadre émérite de notre administration. Je lance le défi à quiconque de me montrer un seul exemple où un événement, aussi moindre soit-il, s'est produit dans un quelconque quartier de Conakry où il est gouverneur, sans qu'à la minute près, l'on ne voit apparaître Soriba Sorel Kamara. Quand il me voyait, il me disait, mon frère, je suis fâché contre toi parce que tu ne viens pas me voir. Je suis l'ami du Sénégal. Ensuite, il m'a mis en rapport avec son chef du protocole et je suis allé lui rendre visite. Je vous assure, chère assistance, j'ai été agréablement surpris. Il a réuni tous les chefs de service de la ville de Conakry dans sa grande salle. Il m'a rendu des honneurs. La presse était là.
et il m'a offert des présents de la tête aux pieds, je dis bien de la tête aux pieds, avec ce symbole de la Guinée, une grande statue de Nimba. Nous avons conversé ensemble et il était question, quand je suis sorti, que la coopération décentralisée soit inscrite dans le dossier de la Grande Commission Sénégal-Guinée. Nous avions compris combien de fois notre frère, notre père, notre regretté était si important pour cette nation guinéenne. Un combattant de différence dans le cadre de l'unité nationale, un partisan de la paix, de la concorde nationale, un initiateur du projet et du développement de la ville de Conakry, dont le projet Conakry, capitale mondiale du livre 2016-2017. Les larmes aux yeux, pleines de consternation et quasiment vêtus de blanc, les habitants de Conakry sont massivement sortis ce vendredi pour rendre eux aussi un dernier hommage au défunt gouverneur de la capitale. Sur les visages des uns et des autres, on pouvait lire de l'affection pathétique pour un être cher à jamais. Que Dieu le pardonne, il a vécu tout son temps avec ma grande sœur. La disparition de Soriba Sorel Kamara ne laisse pas indifférents ses compagnons de lutte. Honorable Lansine Sissé et Mohamed Lamine Bangoura ont l'un partagé l'hémicycle avec le défunt et l'autre un ami de longue date. Nous avons eu le privilège d'être membres de la délégation, c'est-à-dire les porte-parole de la mouvance présidentielle. Il y avait Sorel, paix à son âme. Il y avait Gandhi Faragé, paix à son âme. Il y avait Makamera. Il y avait... Le sentiment qui m'anime vis-à-vis de Soriba Sorel Kamara, c'est que sa mort m'a meurtri. Et je sais une chose, c'était... De la salle d'exposition à la mosquée Faisal, la famille du défunt et ses proches avaient du mal à contenir les larmes. C'est un pilier de la famille qui s'en va. Soriba Sorel est né en 1954 à Conakry, enseignant de carrière. Pour parler court, Sorel a occupé des postes stratégiques, 2 fois gouverneur de Conakry, membre du bureau politique national de l'UDG et du PUP, maître du slogan Akafo Akake, laisse derrière lui une veuve et 4 enfants. La malnutrition reste de nos jours un des défis majeurs en République de Guinée. Selon les résultats d'une enquête menée par des experts en 2013, plus de la moitié de la population guinéenne vit sous le seuil de la bonne alimentation. Il y a eu une enquête qui a été menée en 2013, dont les résultats sont maintenant disponibles, qui a montré que sur l'ensemble du territoire national, nous avons une prévalence globale pour la malnutrition aiguë qui est de 8,1%. Et une prévalence pour la malnutrition chronique qui est de l'ordre de 21,25%. Donc c'est vous dire que, comme l'a dit le président tout à l'heure, les chiffres montrent vraiment que la malnutrition existe dans notre pays. Ces mêmes experts ajoutent que la région de la Haute-Guinée reste la plus affectée par ce phénomène qui touche en grande partie les enfants et les femmes enceintes. Les projections dans le futur sont encore plus inquiétantes. Si rien n'est fait dans notre pays en 2016, il y a jusqu'à 406 000 enfants guinéens qui risquent de souffrir de malnutrition chronique et 325 000 autres risqueront de souffrir de malnutrition aiguë. Et parmi ces 325 000, jusqu'à 82 000 risquent de souffrir de malnutrition aiguë sévère, qui est la forme la plus mortelle de la malnutrition. Consciente du danger, la CONAG-DCF fait de la lutte contre la malnutrition une de ses préoccupations. La structure, dans sa démarche, entend impliquer les autorités gouvernementales et parlementaires.
D'où l'élaboration d'un plaidoyer en faveur de l'érection de la division nutrition en direction technique au département de la santé. Vous voulez faire face à tous ces problèmes alors qu'il n'y a pas une ligne budgétaire pour prendre en charge la nutrition. Nous plaidons pour que cette division soit érigée en direction technique au sein du ministère de la Santé. Ensuite, trouver une ligne budgétaire pour cette direction, pour que cette direction puisse travailler avec les partenaires. Le président du Conseil national des organisations de la société civile, lui, sollicite plus d'investissements dans le secteur de la nutrition en Guinée. Je crois qu'il faut être concret à un certain moment. On en gaspille trop les ressources de ce pays, parfois pour des choses qui n'aboutissent à rien. Je crois que l'initiative présidentielle pour la nutrition doit être une opportunité pour le président de la République de se faire respecter par ses enfants qu'on a vus sur les affiches qui soutenaient le président de la République, mais qui sont en danger de la malnutrition. La CONAG DCF compte élargir sa démarche auprès des partenaires à tous les niveaux. Pour moi, à mon avis, il ne s'agit pas d'interdire les véhicules de plus de 8 ans. Là n'est pas la question. Parce que nous savons en Europe ici, nous avons des véhicules de plus de 15 ans, à 20 ans, qui circulent ici. Mais il faut mettre par contre un système de contrôle technique fiable. Faire en sorte que les Guinéens qui circulent, qui achètent des véhicules, les envoient là-bas, qu'on puisse les soumettre à un contrôle technique fiable. Faire en sorte que chaque fois qu'il y a un accident, se rassurer que ce véhicule a été bien contrôlé et qu'il n'y a pas eu de dessous de table pour permettre à ce véhicule d'être en circulation. Ça, c'est un premier volet qui est très important. Et deuxièmement, le gouvernement ne peut pas interdire les véhicules de plus de 8 ans dans la mesure où il n'y a pas un système de transport fiable. De Zéro Corée à Conakry aujourd'hui, où le système de transport est assuré par des particuliers. C'est les mêmes véhicules qui partent là-bas qui assurent le transport. Il n'y a pas un système de transport fiable. Donc quand on ne peut pas mettre un système de transport fiable à la disposition des populations, on ne peut pas interdire les véhicules. Parce qu'il faut quand même qu'il y ait des mesures de substitution. Ou pire, si on ne veut pas que ces véhicules arrivent en Guinée, le gouvernement doit pouvoir créer suffisamment d'emplois pour permettre aux Guinéens, aux citoyens lambda, d'avoir accès aux prêts bancaires au niveau des institutions bancaires. Parce qu'aucune banque ne va prêter de l'argent à un particulier si tu n'es pas crédible ou si tu n'as pas un travail. Il faut quand même qu'il y ait donc un travail à ce niveau. C'est-à-dire créer suffisamment d'emplois pour que tous les Guinéens accèdent à l'emploi, pour que les banques puissent les prêter de l'argent en vue d'avoir accès à l'achat d'un véhicule. Parce que dans le contexte actuel des choses, un véhicule de moins de 8 ans est autour de 15 000, 20 000 euros. Qui peut chercher ça? Personne. Mais je ne sais pas, à mon avis, le président, sur ce coup, je ne sais pas qui l'a sifflé ça, mais ça a été une erreur. Parce que pour un ministre qui s'assoit dans son bureau ou dans son véhicule climatisé, proposer ça à un chef de l'État n'est pas vraiment judicieux. Je pense que c'est des mesures qui sont prises sur le coup de l'ovation. Ça ne se fera pas. C'est pas possible. Comme dans les autres localités insulaires du pays, la pêche reste la principale activité sur les îles de Kassa. Cette pêche essentiellement artisanale permet aux populations locales de subvenir à leurs besoins et constitue pour les femmes une activité génératrice de revenus. Par faute de moyens de conservation, le poisson est d'abord séché avant d'être commercialisé dans cette zone insulaire. Une spécialité des femmes qui aujourd'hui se plaignent d'avoir perdu leur hangar depuis la première visite du chef de l'État dans leur localité. La première fois qu'Alpha est arrivé ici, c'est là où il y avait nos hangars qu'on l'a accueilli. Ils ont fait tomber ces hangars. Et aujourd'hui, on n'a pas un lieu où fumer le poisson. Avec la saison pluvieuse qui s'annonce, on ne pourra pas sécher le poisson et on ne peut pas avoir d'argent. Pourtant, au dire de ces femmes, les autorités de cette désormais sous-préfecture leur avaient promis de construire de nouveaux hangars, mais hélas, jusque-là, les promesses tardent à être réalisées. Le projet de construction de ces hangars n'aurait été qu'une opération de charme. Les hangars qui ont été reconstruits ne sont que pour 6 personnes. Seulement 6 personnes fument le poisson sous ces hangars. Que serons-nous d'autres sur cette île? Les femmes des îles de Kassa estiment n'avoir bénéficié d'aucune aide des autorités dans leur activité. Que le gouvernement nous aide à avoir le poisson qui débarque au port. Nous avions appris qu'il y a du poisson pour les femmes. Quand tu prends, tu revends et tu rembourses l'argent. Mais nous, on n'a pas eu. Certes, les femmes ont été aidées pour avoir le poisson, mais pas celles de Kassa. Avec l'érection de Kassa en sous-préfecture, les femmes marieuses de cette localité se nourrissent d'espoir de voir leur futur sous-préfet répondre à leurs préoccupations. Devenir millionnaire, c'est le rêve que caressent des pratiquants des jeux de hasard. Pour cela, ils sont devenus des parieurs inconditionnels. Ils s'alignent à longueur de journée devant des kiosques.
À Dexine Oasis par exemple, devant un petit kiosque à jeux, plusieurs jeunes observent minutieusement un imprimé. Sur un bout de papier, chacun fait ses combinaisons. Ici, la concentration est au plus haut niveau. Impossible même de détourner leur attention au moment des mises. Pas facile de les avoir en interview, ils fuient aussitôt la caméra. La majeure partie préfère s'exprimer à visage couvert comme ces deux parieurs. C'est un bon boulot, parce que le jour que j'ai gagné, je n'avais rien. Je n'avais que 5 000 francs, puis je suis venu, j'ai tenté, et puis encore j'ai gagné 5 millions. Je joue au jeu de hasard parce que c'est non seulement rentable, mais aussi les dépenses sont moindres. Par exemple, on paye 2 000 francs, dans ça on a l'espoir de gagner à partir de 80 000 et plus même. C'est de devenir millionnaire. En plus de voir, c'est dans l'espoir de changer ma position. Donc c'est quand quelquefois on se coince, on se dit ah j'ai 2 000 francs ici, attends je vais essayer. Si la chance ne va pas venir à mes côtés, on parie. Comme ce kiosque, plusieurs autres sont installés dans les rues de Conakry. Ils sont comme des appâts pour ces jeunes garçons qui y passent la journée. Au centre émetteur d'équipés, de nombreux jeunes sont alignés devant un kiosque. Ils sont tous parieurs. Ils savent que ce n'est pas la meilleure voie pour s'enrichir, mais ici adonne quand même. C'est pas un bon moyen, mais plus que c'est une obligation quand je vais dire, parce qu'il n'y a pas de boulot. C'est le seul jeu en Guinée ici qui est rentable présentement. Tous les jeunes de Conakry s'adonnent à ça. Ouais, il m'est arrivé une fois de gagner, c'était la somme de 700 000 francs. Je joue de temps en temps, j'ai une fois gagné 5 millions, 500 000, des fois 200 000. Et grâce à ça, j'arrive aussi à résoudre certains problèmes de la famille. Parce que c'est le moyen très facile quand même. Tu peux avoir des millions banalement. D'autres jeunes par contre se lancent dans des jeux de dés. Cet autre pari est un bon moyen pour ces pratiquants de joindre les deux bouts. En faisant ça, je peux gagner un peu petit déjeuner où je gagne le prix de mon ballon, je joue, des fois j'achète les chaussures, des fois je me débrouille dans ça. Aujourd'hui, ces jeux de hasard semblent prendre une proportion à Conakry. Ses conséquences sur la vie quotidienne des joueurs sont multiples. L'obsession du jeu peut entraîner par exemple la détérioration des relations avec l'entourage. Sans oublier que ces jeux, même s'ils sont prisés par les hommes, les religions monothéistes, elles, les condamnent vigoureusement. Les écrits sont clairs dans la Bible et le Coran.